Vous regardez RTL. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RTL. Le gouvernement lève donc le voile ce matin sur la réforme de l'assurance chômage. Et l'impression qui prédomine, c'est qu'on est un peu en dessous de la main par rapport aux promesses d'Emmanuel Macron. Un exemple, tous les salariés qui démissionnent auront le droit à l'assurance chômage. C'est ce que disait le candidat Emmanuel Macron. Et dans le projet qui est présenté ce matin par la ministre Muriel Pénicaud dans Le Parisien, les conditions sont tellement strictes qu'elles ne concernent plus que 3% des démissionnaires. Alors, d'abord, cet accord négocié par les partenaires sociaux servira de base à la transformation et à la concrétisation dans la loi. Il y a beaucoup plus de droits pour les salariés français. Mais vous convenez que par rapport aux promesses d'Emmanuel Macron... Si vous me laissez juste terminer, je me souviens assez bien des promesses d'Emmanuel Macron, j'étais son porte-parole pendant la campagne. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit il faut pouvoir démissionner. Il faut pouvoir démissionner et bénéficier de l'assurance chômage. Tous les 5 ans. L'accord prévoit 7 ans. C'est l'accord qu'ont obtenu les partenaires sociaux. Nous, on va aller plus loin, ce sera tous les 5 ans. Et pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a dit on démissionne pas sur un coup de tête parce que on se sent pas bien un matin. Il faut avoir un projet soit professionnel, un changement de métier, ce qui est prévu, ou alors la création d'une entreprise. Et donc, ça va concerner environ 30 000 personnes par an. 30 000 personnes par an, c'est pas rien. C'est aujourd'hui des personnes qui sont parfois malheureuses dans leur emploi ou qui ne franchissent pas le pas pour créer leur entreprise. Mais vous comprenez que les personnes ce sont qui des ont droits entendu nouveaux. Emmanuel Macron pendant la campagne dire tous les salariés Ceux qui ont compris pendant la droit. campagne que c'était chacun pouvait démissionner tous les 6 mois sur des coups de tête, sans doute n'avaient-ils pas bien écouté Emmanuel Macron. Je renvoie à ce que nous avons dit pendant la campagne de manière constante. C'est pour un projet professionnel, vous pouvez avoir envie de changer de métier, ou c'est aussi pour la création d'une entreprise. Et ça, on considère, les partenaires sociaux évaluent plutôt entre 15 et 20 000 personnes par an. Nous, on pense que ce sera plutôt 30 000 personnes par an. C'est aujourd'hui un droit nouveau qui n'existe pas. Je disais en dessous de la main, c'est un peu la même chose pour les travailleurs indépendants. Ils devaient bénéficier de l'assurance chômage et on apprend ce matin que ce sera 800 € par mois pendant 6 mois. On est très loin du droit commun. Aujourd'hui, c'est 0. Aujourd'hui, quand vous montez une entreprise, vous avez eu l'an dernier 30 000 artisans, commerçants, exploitants agricoles. Mais 800 € par mois, 800 € par mois pendant 6 mois, ça n'est par rapport je vois bien à un qu'on va salarié. à chaque fois voir le verre à moitié vide dans ce pays. Mais sachez que moi, je suis partisan d'une forme d'optimisme. On a aujourd'hui 30 000 défaillances d'artisans, de commerçants, d'exploitants agricoles par an qui se retrouvent avec 0 sur leur compte en banque le lendemain de la défaillance constatée. Demain, on aura pour ces personnes pendant 6 mois des droits nouveaux, à savoir 800 € par mois. Est-ce que c'est suffisant ? C'est jamais suffisant quand vous avez connu une faillite, quand vous avez connu un échec. C'est difficile. Mais enfin, aujourd'hui, c'est 0. Demain, ce sera 800 € sécurisés pendant 6 mois pour leur permettre de rebondir, de ne pas se retrouver à sec. Parce que quand on prend des risques, quand on monte une entreprise, quand on tient un commerce, quand on est exploitant agricole et que malheureusement, parfois, eh bien, on doit mettre la clé sous la porte, il faut pouvoir aussi bénéficier de la solidarité nationale. Benjamin Griveaux, il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair, même après l'interview de ce matin de Muriel Pénicaud. C'est ce qu'on peut appeler la taxation des CDD, un système de bonus-malus. Est-ce que oui ou non, les entreprises qui recourent trop aux contrats à durée déterminée seront taxées ? Alors, on a en France, 90% des embauches se font soit en CDD, soit en intérim. Donc l'objectif, c'est de lutter contre la précarité, parce que quand vous êtes embauché en CDD ou alors évidemment en intérim, vous avez des difficultés d'accès au logement, de crédit, etc., de vie quotidienne. L'objectif, c'est donc de limiter ça. Toutes les branches ont jusqu'à la fin du mois de décembre pour prendre des mesures sur ce qu'on appelle les contrats courts. Donc là, vous renvoyez ça aux partenaires sociaux ? Mais on fait confiance. On n'a pas de raison de ne pas leur faire confiance. Regardez l'accord qui a été signé sur l'assurance chômage, l'accord auquel ils sont parvenus, on considère que c'est un accord qui va dans le bon sens. Donc on se dit, on leur fait confiance jusqu'à la fin de l'année. En revanche, si à la fin de l'année, il n'y a pas d'avancée sur ce sujet, le gouvernement prendra ses responsabilités. La confiance est à l'issue du processus. Si on a des avancées, on les entérine. S'il n'y a pas d'avancées, on prend nos responsabilités. Une précision, Muriel Pénicaud ne parle pas du tout de la dégressivité des allocations. C'est totalement écarté. C'est totalement écarté. D'accord. Vous dites on fait confiance aux partenaires sociaux. Est-ce que ce sera le cas aussi pour la formation professionnelle ? Parce que là aussi, il y a un accord. Est-ce que vous allez en tenir compte lors des annonces qui vont être faites lundi ? Alors, les annonces sont faites par Muriel Pénicaud lundi. Il y a 2 sujets. Sur le droit des salariés, l'accord qui a été signé la semaine dernière prévoit, sur la question de la formation professionnelle, des avancées. Plus de droit à la formation, plus d'heures de formation. Et donc ça va dans le sens du projet porté par le président de la République dans le cadre de la campagne présidentielle, de dire il vaut mieux armer nos salariés pour faire face aux mutations du monde du travail, etc. Et en ça revanche, ne va pas assez loin.
il y a un deuxième sujet, qui est la question de la gouvernance, du financement, de l'architecture globale du monde de la formation professionnelle. Je rappelle, c'est 34 milliards d'euros par an, 500 euros par Français par an. Et donc, il n'est pas illégitime qu'on s'interroge sur le financement, sur la gouvernance, sur l'architecture. Or, on constate que l'accord auquel sont parvenus les partenaires sociaux la semaine dernière, sur cette question importante-là, eh bien, ne va sans doute pas suffisamment loin. Et vous savez que c'est un casus belli pour les syndicats, pour le patronat d'ailleurs aussi. Cette question du financement, elle est très 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 sensible pour eux. Mais j'imagine qu'elle est très sensible pour eux, mais elle est très sensible aussi pour les pouvoirs publics. Comme vous l'avez dit, ça n'est pas un casus belli. Ne voyez pas, dans belli, il y a belligérant. Moi, j'en ai assez que dans ce pays, à chaque fois qu'on veuille réformer quelque chose et changer le statu quo qui parfois est là depuis des décennies, on parle de guerre ou de conflit. C'est pas ça. C'est simplement qu'on souhaite transformer un système dont on considère qu'aujourd'hui, il ne fonctionne pas, puisque l'essentiel de la formation professionnelle va aujourd'hui acquis à des salariés déjà bien formés et pas à des gens qui en ont besoin. Il n'y a pas forcément de guerre, mais il y a des différends, il y a des conflits, oui, il faut c'est dans les termes qu'on emploie. Il y a des différences évidentes et il y a une volonté de transformer et une très grande détermination du gouvernement sur cette question. D'un mot, cette question du financement de la formation professionnelle, est-ce que ça peut être un levier dans d'autres négociations ? Je pense par exemple à celle qui s'est ouverte cette semaine, hier d'ailleurs, sur la SNCF. Il ne faut pas mélanger tous les sujets, c'est le meilleur moyen que personne n'y comprenne plus rien. La SNCF, c'est un sujet de service public du quotidien pour des millions de Français, de transformation d'une grande entreprise, de préparer cette grande entreprise à quelque chose d'inéluctable qui est l'ouverture à la concurrence, qui a été actée dans le quinquennat précédent. Vous dites qu'il ne faut pas tout mélanger, donc, mais les réformes, elles arrivent toutes en même temps et les syndicats discutent sur plusieurs fronts. Et eux, pour le coup, ils sont un petit peu perdus. Tout le monde travaille beaucoup et c'est heureux parce que le pays en a besoin, parce que les Français ont manifesté une très grande forme d'impatience dans l'élection qui s'est tenue l'année dernière, parce que ça fait 20 ou 30 ans qu'il y a beaucoup d'immobilisme dans ce pays. Nous n'avons pas été élus pour ne rien faire, pour rester les bras croisés et pour être les défenseurs du statu quo. Donc nous avançons sur l'ensemble des sujets parce que quand vous transformez la formation professionnelle, l'assurance chômage, les questions d'apprentissage, tout cela est cohérent. Si vous ne faites qu'un morceau de ce qu'on appelle finalement de ce qui va permettre aux salariés français, aux jeunes demain, de choisir leur avenir librement et de s'engager dans des métiers et de changer de métier s'ils en ont l'envie, eh bien vous ne résolvez pas la question fondamentale de la mobilité. C'est en agissant sur la totalité des leviers en même temps qu'on transformera le pays. Mais en agissant en même temps, vous prenez le risque de ce qu'on appelle la convergence des luttes, autrement dit d'un printemps social explosif. Vous savez, on prend le risque de transformer le pays, un pays qui est immobile depuis 30 ans. Vous n'avez pas de crainte que le trafic ferroviaire, par exemple, soit complètement bloqué lors des prochaines vacances scolaires au printemps ? Le plus grand risque serait de ne rien faire. D'un mot, puisqu'on parlait d'emploi, 1000 emplois menacés à Blanquefort après la décision de Ford de ne plus investir sur son site de Gironde. Bruno Le Maire reçoit tout à l'heure les représentants. Et puis il y a Alain Juppé qui sera là aussi, puisqu'il est lui-même élu de Bordeaux, de la Gironde. Ils en appellent à l'État à tous. Est-ce que vous allez répondre présent ? Écoutez, Bruno Le Maire va les recevoir tout à l'heure, donc je ne vais pas me substituer au ministre auprès duquel j'ai travaillé pendant 6 mois à Bercy. Mais une chose est certaine, il y aura, vous le savez, une action de l'État sur les questions de formation, de reconversion, d'accompagnement. C'est traditionnel et l'État l'a fait de manière régulière et de manière constante sur des sites industriels de cette nature-là. Il faut d'abord qu'ils puissent recevoir les salariés, savoir quel est l'état des lieux, discuter avec les partenaires sociaux. On ne va pas décréter depuis Paris des choses. Il faut d'abord discuter avec les gens, savoir ce qui se passe sur le terrain, ce qu'ils nous en disent, ce qu'ils en comprennent et ce qu'ils attendent. Benjamin Griveaux change de sujet. Est-ce que vous étiez hier soir à l'Élysée pour écouter Pierre et Leloup et le président dans le rôle du récitant ? Non, parce qu'hier soir, c'était réservé au personnel de l'Élysée, à leurs enfants et à quelques classes d'enfants qui viennent plutôt de quartiers populaires. Vous entendez le débat ? Est-ce que c'est vraiment la place d'un président de se prêter à ce type de représentation ? Une chose est sûre, c'est que le rôle du président, c'est à la fois d'être auprès de nos militaires de l'armée de terre hier, auprès de nos agriculteurs samedi dernier, et aussi d'être un passeur de culture. Quelqu'un qui transmet la culture et qui la transmet là à la jeune génération. Moi, je trouve ça plutôt rafraîchissant. On entendait d'ailleurs dans le journal de 7 heures une de vos collègues, Marlène Schiappa, dans les répétitions du monologue du vagin, aux côtés de 2 anciennes ministres, Roselyne Bachelot, Myriam El Khomri. Vous imitez quand au théâtre ? Écoutez, moi, je n'ai pas le talent de certains. Il faut savoir ça vous tente pas ? J'ai peut-être quelques autres talents, mais je n'ai pas celui-là. J'aurais aimé l'avoir, mais peut-être que ce sera une autre vie après la vie
que je connais en ce moment. Et le rôle de maire de Paris, par exemple, ça vous tente, ça, pour le coup ? Alors, j'ai gagné un déjeuner, puisque j'étais certain que vous alliez me poser la question avec les membres de mon cabinet qui me doivent donc un déjeuner. En même temps, vous faites tout pour qu'on vous pose la question. Il y a une députée de Paris qui dit cette semaine que vous seriez un bon maire, et cette députée, c'est pas n'importe qui, c'est votre propre suppléante. Alors ça, c'est un peu téléphoné, pardon. Vous savez, Élise Fagélès, qui est ma suppléante et qui est aujourd'hui députée à la Commission des lois, qui va rapporter un projet important sur le projet de loi Asile Immigration. C'est pas une marionnette à qui on fait dire quelque chose. Invitez-la. Vous verrez que ça n'est pas le genre de femme et de parlementaire à qui on fait dire ce qu'on veut. Vous êtes d'accord en tout cas avec la une du Figaro ce matin qui dit que l'après Hidalgo a déjà commencé à Paris ? Non, moi vous savez, on juge un mandat à l'issue du mandat. Je demande aux Français de juger le quinquennat du président de la République à son terme. Le mandat de Madame Hidalgo se termine en 2020, nous sommes en mars 2018, donc c'est à la fin qu'on juge un mandat et pas avant. Merci beaucoup Benjamin Griveaux d'avoir été beaucoup. l'invité de RTL ce matin.